Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de géopolitique avec l'arrêt de cette guerre fratricide extrêmement stupide entre l'Ukraine et la Russie et les différentes conditions de la paix. La volonté de Moscou d'imposer à l'Ukraine la reconnaissance des nouvelles réalités territoriales et de maintenir le pays sous tutelle, la détermination de Kiev d'obtenir de solides garanties de sécurité constituent les principales pierres d'achoppement à une paix négociée. Quelques jours après le début de l'invasion de l'Ukraine déclenchée le 24 février 2022, des discussions se sont engagées entre des délégations russes et ukrainiennes, lesquelles se poursuivent pendant 2 mois, d'abord en Biélorussie puis en Turquie, et donnent lieu à des échanges de textes. Depuis, le Kremlin n'a cessé de prétendre que ces pourparlers auraient pu mettre rapidement un terme au conflit, accusant l'Occident et plus particulièrement l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson d'avoir fait pression sur Kiev. Alors parlons d'abord des discussions de 2022. Rappelez-vous le traité de paix que j'avais rédigé personnellement et que j'avais posté sur mon blog dès une semaine après le début du conflit au mois de mars 2022. Le dernier projet d'accord, qui date du 15 avril 2022 et intitulé Traité sur la neutralité permanente et les garanties de sécurité, a été dévoilé au printemps dernier par le New York Times. Dans un article publié par la revue Foreign Affairs, Samuel Charap et Sergei Radchenko s'efforcent de retracer la genèse de ces négociations. Ils analysent de manière détaillée les positions russes et ukrainiennes en interrogeant plusieurs des acteurs concernés. Lors de la première réunion, le 28 février 2022, indique-t-il, la délégation russe a présenté des conditions qui signifient en fait la capitulation de l'Ukraine. Conséquence des revers initiaux subis par l'armée russe, la délégation conduite par Vladimir Medinsky assouplit ensuite sa position. En mars, un premier projet d'accord est échangé. Fin mars, le communiqué d'Istanbul est publié, qui esquisse en 10 points les contours d'un compromis. Les négociations se poursuivent, y compris avec le retrait des forces russes des environs de Kiev, présenté comme un geste de bonne volonté et une mesure de confiance, mais qui révèle début avril les atrocités commises par les forces russes à Boutchka et à Irpin. Les pourparlers aboutissent au document du 15 avril, qui, est-il précisé dans le texte, est transmis au président russe. Le projet de traité comporte 18 articles et 6 annexes. Plusieurs points de désaccord n'ont pas été surmontés, qui sont signalés dans le texte. Le premier article, l'un des plus détaillés, est consacré aux garanties de sécurité. Dès la mi-mars 2022, le président Zelensky demande aux grandes puissances des garanties de sécurité efficaces qui ne soient pas la répétition de celles figurant dans le mémorandum de Budapest de 1994, lequel, faut-il le rappeler, ne prévoyait que des consultations au Conseil de sécurité de l'ONU en cas d'agression de l'Ukraine, article 4. Et dans le projet d'accord, l'Ukraine s'engage à maintenir une neutralité permanente et à ne pas autoriser le déploiement sur son territoire de forces armées, de bases et de missiles étrangers. L'appartenance de l'Union européenne de l'Ukraine est en revanche jugée compatible avec le statut de neutralité, article 3, mais Moscou veut introduire dans le texte à l'article 5 une disposition refusée par Kiev et qui subordonnerait l'assistance militaire à l'Ukraine en cas d'agression à une décision agréée par tous les États garants, les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, y compris donc par la Russie elle-même. La délégation ukrainienne tente quant à elle, sans succès, de préciser les modalités de cette assistance militaire, fourniture d'armement, zone d'interdiction aérienne, no-fly zone, emploi de la force armée,
sans que sur ce point la position des États-Unis, comme garant, au premier rang desquels les États-Unis, soit clarifiée. Et oui, cette assistance militaire irait en effet au-delà des engagements souscrits entre les États membres de l'OTAN au titre de l'article 5 du traité de Washington. Le texte exclut du bénéfice des garanties de sécurité la Crimée et autres régions annexées par la Russie, articles 8 et 9. Un autre désaccord concerne les effectifs de l'armée ukrainienne que Moscou entend réduire à moins de 100 000 hommes. L'enjeu territorial est peu abordé. Le communiqué d'Istanbul fait état du souhait des deux parties de régler les questions relatives à la Crimée et à Sébastopol dans le cadre de négociations bilatérales. L'Ukraine et la Russie s'engageant à ne pas résoudre ces questions par des moyens militaires et à poursuivre les efforts diplomatiques. Déclaration qui laisse entendre que, contrairement à la position constamment défendue par le Kremlin depuis 2014, le statut de la Crimée pourrait être débattu. Toutefois, cette annonce ne trouve pas de traduction dans le projet de traité. La délégation russe tente en revanche d'insérer dans le texte 4 articles, le 6, le 7, le 12 et le 13, pour obtenir que l'Ukraine ne reconnaisse pas la juridiction de la Cour pénale internationale, qu'elle accorde aux Russes un statut officiel de langue d'État équivalent à l'ukrainien dans toutes les institutions et d'administration du pays. Les autorités ukrainiennes doivent également s'engager à interdire la propagande et les organisations jugées racistes, celles qualifiées de fascistes, nazis, néo-nazis ou qui véhiculent un nationalisme agressif. Elles doivent aussi abolir les lois qui, selon la Russie, s'apparentent à une glorification du nazisme. De l'avis de Samuel Charap et de Sergei Radchenko, les raisons de l'échec des négociations sont multiples. Demande reconventionnelle russe, difficilement acceptable par Kiev, en premier lieu le fait que l'assistance fournie par les garants à une Ukraine menacée soit conditionnée à un accord de Moscou. Regain de confiance des dirigeants ukrainiens qui ont résisté à l'assaut russe et bénéficient d'une aide militaire occidentale croissante, forte émotion causée en Ukraine et dans le monde par les massacres de Bouchka et d'Irpin, réticence des États-Unis et des Occidentaux à s'engager juridiquement à défendre par les armes si nécessaires l'Ukraine et aussi excès d'ambition des protagonistes d'un conflit ancien et complexe déjà incapable de négocier un simple cessez-le-feu. L'examen des 10 propositions remises fin mars 2022 à Istanbul par les négociateurs ukrainiens, leurs homologues russes, qui, elles aussi, ont été publiées, confirment l'importance cruciale pour Kiev de la question des garanties de sécurité. Ce document définit l'Ukraine comme un État neutre, s'engageant à rester non aligné et à s'abstenir de développer des armes nucléaires en échange de garanties juridiques internationales. Il contient les amendements ukrainiens au projet de traité, mécanisme de consultation, amendements ukrainiens, avec la décision de fournir une assistance à l'Ukraine en cas de menace à sa sécurité, revient à chaque État garant et forme donc de cette assistance no-fly zone, livraison d'armes, intervention armée. La tenue d'un sommet entre les deux présidents russes et ukrainiens est mentionnée afin de signer le traité et ou de régler les questions pendantes. Quelques mois plus tard, en septembre 2022, dans un message à l'Assemblée générale des Nations unies, puis en novembre, lors du sommet du G20 à Bali, le président Zelensky présente sa formule de paix dans un plan en 10 points. La Russie doit réaffirmer l'intégrité territoriale de l'Ukraine, retirer toutes ses troupes et formations armées de son territoire afin que soit rétabli le contrôle sur toutes les sections de la frontière de notre État avec la Russie. Volodymyr Zelensky appelle aussi la communauté internationale à approuver l'établissement d'un tribunal spécial concernant le crime d'agression de la Russie contre l'Ukraine et la création d'un mécanisme international pour compenser tous les dommages causés par cette guerre. Il précise que l'Ukraine n'est membre d'aucune alliance et appelle à la convocation
d'une conférence internationale pour cimenter les éléments clés de l'architecture de sécurité d'après la guerre dans l'espace euro-atlantique, y compris les garanties pour l'Ukraine. Alors, les conditions de paix ne sont pas clairement réunies aujourd'hui, même si Trump force la main. Alors, à la veille de cette conférence de haut niveau sur la paix en Ukraine qui réunira certainement en Suisse prochainement les Russes et les Ukrainiens, mais aussi les Américains, les Chinois, de nombreuses délégations en l'absence de la Russie. Vladimir Poutine s'exprime longuement sur la guerre en Ukraine lors d'une rencontre avec les cadres du ministère russe des Affaires étrangères. Il revient sur le projet de traité négocié à Istanbul qu'il qualifie de compromis conforme dans les grandes lignes à nos exigences fondamentales et rend à nouveau les Occidentaux responsables de l'échec des négociations après l'infâme provocation de Bouchka attribuée à Kiev. Ceux-ci veulent en effet la défaite stratégique de la Russie sur le champ de bataille. Pour le président russe, Kiev doit accepter les nouvelles réalités territoriales, dès lors que les populations des 4 régions du Donbass ont exprimé par référendum leur volonté de faire partie de la Russie. Le dossier est clos pour toujours et ne peut plus faire l'objet de discussions. Un cessez-le-feu et de nouvelles négociations supposent un retrait complet des troupes ukrainiennes. Hors des frontières administratives des 4 régions annexées par la Russie, prend-il soin de préciser, ainsi que la renonciation de l'Ukraine à adhérer à l'OTAN, l'octroi d'un statut d'État neutre, non aligné et non nucléaire, et sa démilitarisation et sa dénazification. En outre, les droits, libertés et intérêts des citoyens russophones d'Ukraine doivent être pleinement garantis et naturellement toutes les sanctions occidentales à l'encontre de la Russie doivent être levées. Vladimir Poutine met une nouvelle fois en cause la légitimité de Volodymyr Zelensky, dont le mandat a expiré, comme en 2014, la fuite du président Yanukovych, qualifié de coup d'État. Le pouvoir exécutif est usurpé. Nous avons affaire en réalité à un gouvernement illégitime. S'agissant de la conférence de Białystok, le président russe y voit une nouvelle manœuvre pour détourner l'attention, déformer les causes réelles de la crise ukrainienne, mal orienter la discussion et réaffirmer la légitimité de l'actuel exécutif ukrainien. Pour le président ukrainien, ce discours du président russe s'apparente à un ultimatum. Les conditions de la paix ne sont clairement pas réunies aujourd'hui. Une première difficulté tient à la situation politique en Russie. Le régime de Vladimir Poutine a fait de l'Occident la figure de l'ennemi qui justifie l'autoritarisme, la lutte contre l'influence occidentale ainsi que la mobilisation de la population et de l'économie. Le parti de la guerre a considérablement renforcé ses positions. Tant que Poutine sera au Kremlin, la guerre ne prendra pas fin. Elle ne fera que s'étendre, assuré 1 an après le début de l'invasion russe, le sociologue Grigory Youdin. L'enjeu territorial consiste à un autre obstacle majeur en raison de l'annexion des 4 régions partiellement occupées du Donbass et de la Crimée et de l'introduction dans la constitution russe en 2020 d'un amendement qui interdit les actions visant à aliéner une partie du territoire de la Fédération de Russie, ainsi que les appels à de telles actions. C'est l'article 67.2-1. L'ambition qui anime Vladimir Poutine depuis son arrivée au Kremlin d'être, à l'instar de Pierre le Grand, un rassembleur des terres russes, ajoute aux difficultés d'un compromis, d'autant que le Kremlin se montre aussi inflexible sur la question des garanties de sécurité nécessaires à une Ukraine instruite par l'expérience fâcheuse du mémorandum de Budapest et des accords de Minsk. Moscou entend imposer à Kiev un statut de neutralité et limiter ses capacités de défense, tandis que les Occidentaux sont réticents à lui apporter des garanties solides de sécurité ou à lui offrir une perspective concrète d'adhésion à l'OTAN. Les derniers sommets de l'Alliance à Vilnius et à Washington
ne comporte aucun engagement précis. Dans ces conditions, une solution rappelant celle mise en œuvre par la RFA en 1955, adhésion à l'OTAN en contrepartie de l'engagement de ne pas tenter une réunification par la force, mais avec l'espoir que celle-ci pourrait intervenir pacifiquement, ce qui s'est réalisé, paraît difficilement envisageable. L'insistance du président Poutine sur la question de la dénazification et les garanties exigées concernant les droits, libertés et intérêts de la communauté russophone d'Ukraine témoignent aussi de la volonté intacte de restreindre la souveraineté de l'Ukraine et de placer cette dernière sous tutelle. L'hypothèse de l'ouverture de négociations est cependant évoquée de plus en plus fréquemment, et en effet la stratégie russe consistant à détruire systématiquement les infrastructures énergétiques ukrainiennes pendant cet hiver pour briser le moral de la population, les incertitudes politiques aux États-Unis, avec l'arrivée prochaine de Trump, mais aussi en Allemagne, les deux principaux fournisseurs d'armement à l'Ukraine, une certaine lassitude des opinions occidentales, la possibilité d'un conflit majeur au Proche-Orient, et explique sans doute la présentation par le président Zelensky de son plan de la victoire afin que l'Ukraine aborde dans de meilleures positions possibles d'hypothétiques négociations avec la Russie. De cette négociation possible, nous en parlerons prochainement lorsque l'actualité nous le permettra. Mais laissez-moi vous rappeler, juste après, ce bref exposé de la situation, la proposition de paix que j'avais réalisée 15 jours après le début de ce conflit extrêmement meurtrier. Donc en mars 2022, qu'est-ce que j'écrivais ? Tout d'abord, j'avais rédigé un premier chapitre sur les raisons de la guerre en Ukraine. Force était de constater que les raisons étaient multiples. L'est de l'Ukraine est majoritairement peuplé de russophones. Le gouvernement ukrainien a créé un système de discrimination négative vis-à-vis de cette communauté qui est considérée comme des citoyens de seconde zone. Les postes de fonctionnaires sont préférentiellement donnés à des Ukrainiens non russophones. Les infrastructures de l'est du pays ne sont plus entretenues, alors que l'est de l'Ukraine regorge de richesses minières comme le charbon, mais aussi d'un centre spatial important issu de l'Union soviétique et qui participe notamment à la fusée italienne Vega, dont le dernier étage est ukrainien, le RD-843. Conséquence, les russophones considèrent devenir des esclaves, entre guillemets, des autres Ukrainiens dont le PIB est inférieur et qui bénéficient de l'amélioration de leur niveau de vie par les richesses de la partie russophone. Poutine considère l'Ukraine aussi comme le berceau de la Russie. Poutine ne souhaite pas que l'Ukraine intègre l'OTAN, car cela signifie le positionnement permanent de troupes otaniennes dans ce pays, avec des installations comme par exemple des missiles du bouclier antimissile américain, mais aussi des missiles, bombes nucléaires et autres forces, voyons en Turquie, en Allemagne, en Pologne, en Roumanie et enfin dans les pays baltes ce qui se passe. Il aurait été plus sage que l'Union européenne, créée à l'époque de Maastricht, développe une communauté de défense avec une obligation de coopération de défense commune indépendante de l'OTAN, de proposer aux pays limitrophes de la Russie et de la Biélorussie de rester neutres en limitant leur armée. Cela vaut aussi pour la Turquie, bien entendu. Alors, quelle proposition j'avais donné en mars 2022 ? La guerre conduit à la haine. Il sera difficile de réconcilier, et pour longtemps, la partie russophone et l'autre partie de l'Ukraine. Aussi, pour arrêter la guerre, il faut prendre au mot les arguments des présidents russes et biélorusses. Premièrement, offrir l'indépendance de la partie est de l'Ukraine. Le redécoupage de la frontière devra permettre de séparer la partie russophone de l'autre partie, tout en garantissant une continuité territoriale russophone, permettant le passage de convois économiques et de personnes entre la Biélorussie et les ports de Crimée. Deuxièmement, un contrôle de ces marchandises
devra être réalisé par des casques bleus mis en place. Le traité devra spécifier que ce nouveau pays sera démilitarisé et que la sécurité sera assurée par des casques bleus de l'ONU fournis par un pays neutre, hors OTAN, par exemple Israël ou un autre qui compte des juifs ukrainiens et des juifs russes sur son sol et qui a peur de la propagation de cette guerre sur son propre sol. La nouvelle nation ne pourra pas rejoindre la Fédération de Russie. Le nouveau pays devra vendre des matières premières et des technologies qu'il maîtrise. Je pense particulièrement au spatial, à des tarifs préférentiels identiques à l'Ukraine et à la Russie pour que ces deux pays ne puissent pas revendiquer une agression économique de l'un vers l'autre. L'Ukraine, amputée de la partie Est, ne devra pas entrer dans l'OTAN. Elle pourra se doter d'armes défensives mais pas offensives. La Biélorussie ne pourra pas accueillir de missiles nucléaires russes sur son sol. Le bouclier antimissile américain présent en Pologne et en Roumanie devra être retiré. Les armes nucléaires en Turquie devront être retirées. Le bouclier antimissile américain ne devra pas être installé en Turquie. Tout autour de l'Ukraine, un corridor pris pour moitié sur le territoire ukrainien et sur le territoire russe, biélorusse et de la nouvelle nation sera créé. Ce corridor d'interdiction avec des passages aux frontières pourrait être doté du système Magna développé par Israël et qui permet de détecter automatiquement des intrusions sur toute la frontière. Il sera contrôlé par des casques bleus hors OTAN. Alors quel avenir ? L'Union européenne doit prendre son destin de sécurité et se retirer petit à petit du joug américain. L'armée européenne ne peut pas se faire, mais une communauté des forces militaires de sécurité, oui. La coopération européenne doit se faire au niveau de l'armement qui doit être développé en Europe et pour l'Europe, pour ses alliés. Ne plus acheter sur l'étagère de matériel américain ou de composants américains, s'appuyer sur des sociétés de sécurité éthiques, en France pour sécuriser les pays africains, réduire l'hégémonie de la Russie et de la Chine sur ce continent, mais aussi de l'Iran qui arrive à grands pas au Niger. Ces entreprises de sécurité homologuées par l'Union européenne pourraient être financées par les États et les entreprises implantées dans ces pays garantissant leur sécurité et leur développement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.